Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Merci Sandrine. Merci pour ta sincérité et cette spontanéité qui nous a tous et toutes touchés ce soir. J'en ai un peu des frissons parce que je ne gère rien. Donc je pense que je vais rentrer chez moi et dire à mon mari que finalement je reprends la main sur tout. Non mais c'est ce que je disais à Clément. Je lui disais moi je ne gère rien. J'ai tout mis entre les mains de mon mari. Donc merci pour ça. Alors, en 2026, l'ONU Femmes estime qu'il faudra encore près de 300 ans pour atteindre l'égalité économique hommes-femmes. Alors vous me direz, nous ne serons plus là. Oui, mais pourquoi les femmes doivent-elles encore se battre? Sommes-nous réellement dépendantes économiquement? On a beaucoup de questions à poser ce soir, outre celle-ci. Et donc pour en parler avec nous, Charlotte Jacquemot. Vous êtes chercheuse en sciences cognitives au CNRS et directrice du département d'études cognitives de l'ENS-PSL, où vous êtes responsable du programme Femmes et filles de sciences. Vous avez obtenu le prix de la délégation aux droits des femmes du Sénat en 2025 pour vos travaux. Vous êtes notamment l'autrice de l'étude, que j'ai lue, on en reparlera, Ressenti et discrimination de genre, ce qui freine la féminisation des filières scientifiques. À côté de moi, à ma droite, Sophie Thibert-Bellaman. Vous êtes notaire associée, vous avez été élue à la présidence de la Chambre des notaires de Paris en mai 2026 et vous comptez parmi les rares femmes à présider cette institution, ce qui illustre eh bien, que la progression de l'égalité au sein des métiers du droit. Nous avons également, et je vous remercie vous aussi de votre présence, Marianne Barba Lagani. Vous avez consacré plus de 20 ans au service de l'État avant de devenir en 2022 la présidente de l'autorité des marchés financiers. Oui, c'est ça, la présidente c'est ça, en 2022, c'est la bonne date, hein, on est d'accord. Vous êtes la première femme à la tête de cette institution. Mais pas que, puisque vous avez occupé des postes très prestigieux, notamment directrice générale adjointe de la Fédération nationale du Crédit agricole, directrice adjointe du cabinet du Premier ministre en 2010, mais également secrétaire générale des ministères économiques et financiers dès 2019. Alors moi, j'ai quelques petites questions à vous poser aux unes et aux autres, et à toi aussi, Clémence Amara Bettati, que je vais tutoyer. Je ne veux pas jouer l'hypocrite, puisque Clémence et moi nous connaissons, puisque nous siégeons ensemble au Conseil de l'Ordre. Clémence donc est avocate, membre du Conseil de l'Ordre. Elle intervient en droit de la famille et en droit pénal. Elle est présidente d'une association que beaucoup connaissent ici, qui est l'association Femmes et Droits, qui lutte contre les discriminations faites aux avocates et qui promeut la place des femmes dans nos institutions représentatives au sein de la profession. Alors, on va commencer avec une petite question d'ouverture, et c'est la question que j'ai posée au départ. À votre avis, est-ce une fatalité, le fait que nous n'ayons pas encore atteint cette égalité homme-femme, que l'ONU Femmes nous dise qu'il nous faudra près de 300 ans pour l'atteindre? Est-ce une fatalité ou avons-nous collectivement décidé de ne pas nous en donner les moyens? Laquelle souhaite prendre la parole? Allez-y. Je pense que les micros marchent. Bonjour, merci d'abord de cette invitation sur un sujet qui me tient à cœur et sur lequel j'ai engagé l'institution que j'ai l'honneur de diriger, qui est l'égalité hommes-femmes et notamment l'égalité économique et plus spécifiquement d'ailleurs les femmes et l'investissement, mais j'y reviendrai. Alors, est-ce qu'il faut se désespérer? Non. Je pense pas, parce que je vais dire deux choses anecdotiques. Une personnelle, quand ma mère est née, elle n'était pas partie pour avoir le droit de vote. Donc, et quand moi je suis née, je ne pouvais pas, je crois que c'est l'année où je suis née, ça va vous donner une petite indication, je pense que je ne pouvais pas entrer physiquement dans la bourse de Paris. Donc, je dis pas que la situation est mirifique, on va y revenir. Je vais expliquer pourquoi je m'engage et pourquoi j'engage mon institution sur les femmes et l'investissement, parce qu'effectivement, la situation est extrêmement préoccupante. Mais si on regarde le verre à moitié plein, les choses ont quand même
évolué de manière extrêmement rapide. Si je prends la différence entre le début de ma vie professionnelle et maintenant, il y a 2 choses, mais qui ont changé de manière absolument radicale. C'est visible, c'est des révolutions quotidiennes. C'est l'informatique. Quand je suis arrivée, il y avait des téléx, il y avait des ordinateurs individuels, mais pas vraiment tant que ça. Et quand il y avait encore des gens qui refusaient de travailler sur un ordinateur parce que c'était un boulot de secrétaire, entre guillemets. Donc bon, voilà, ça c'est préhistorique, mais on est quand même que effectivement dans les années 90. Et puis l'autre chose, c'est que il y avait pas de femmes. Moi, je suis rentrée au ministère des Finances dans une direction qui s'appelle la Direction générale du Trésor, qui est une direction assez prestigieuse. J'appartenais à la 2e génération de femmes rentrées dans cette direction. Les premières, c'était Elisabeth Guigou et Ariane Obolinski, bon, Elisabeth Guigou est très connue. Quand elles sont arrivées, elles ont été accueillies comme des bêtes curieuses, m'avait raconté l'une d'entre elles, et on leur a dit, mais en fait, est-ce que vous êtes bien consciente que vous êtes dans un travail où vous pourrez peut-être pas aller chercher vos enfants à l'école tous les jours, etc. Bon, ça, c'est quand même des choses qui ne sont pas si anciennes, et là, ça a complètement changé. C'est-à-dire que moi, je dirais que toute la première partie de ma carrière, il m'arrivait fréquemment d'être la seule femme dans des réunions, etc. Ça n'existe plus aujourd'hui, même dans un domaine ultra peu féminisé comme la finance, comme la politique, comme les responsabilités que j'ai pu avoir à différents endroits. Alors, je dis pas que là aussi que tout est acquis. Et pour essayer de répondre à votre question, je pense que d'abord, s'il y a du volontarisme et si on veut vraiment changer les choses, elles changeront plus vite que dans 300 ans. Et on l'a vu sur les femmes dans les instances de gouvernance des entreprises. La France est un pays pionnier. On a décidé qu'il y aurait des femmes dans les conseils d'administration. Il y a des femmes dans les conseils d'administration. C'est toujours considéré comme impossible au départ. On y arrive. Et maintenant, c'est les comités de direction. Donc, je pense que s'il y a une volonté politique de changer les choses et de les faire évoluer, elles peuvent évoluer, et elles peuvent évoluer très vite. Mais il faut aussi que la société pousse. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire tout seul. Tout à l'heure, Sandrine Saroche disait les députés, les sénateurs, il faut qu'ils changent les choses. Mais les députés et les sénateurs, ils n'en ont rien à fiche de vos problèmes. C'est terrible à dire, mais et donc ils s'en occuperont si la société pousse, si dans leur circonscription, quand ils rentrent le samedi, on vient les voir et on leur dit mais attendez, c'est pas normal, moi je divorce, je me retrouve avec 0 ou avec le pot de yaourt parce que l'appartement, moi j'ai acheté les yaourts et mon mari il a acheté l'appartement. Donc il faut que la société se mobilise, et d'ailleurs je vais passer la parole aux autres parce que je suis très bavarde, mais je pense que il faut que la société se mobilise, et donc ça fera bouger les politiques qui ne sont que le reflet de de la pression sociale qui peut exister ou pas. Et à ce moment-là, les choses pourront bouger, et très vite, parce qu'elles ont déjà bougé dans plein d'autres domaines où c'était a priori considéré comme impossible. Donc ça peut bouger là aussi, mais ça bougera pas tout seul. Mais alors, ne pensez-vous pas, et peut-être que vous pouvez me répondre, Madame Bellamant, que nous avons aussi, nous, en tant que femmes, une responsabilité, et peut-être qu'il faudrait que l'on ose plus, voyez, parce que c'est vrai qu'on se met quand même souvent en retrait, qu'on n'ose pas. Est-ce qu'on n'a pas aussi, nous, une responsabilité au final à jouer? Parce que bon, si on attend, je vois bien qu'on voit bien que des choses se passent, mais peut-être collectivement, devrions-nous un peu plus être présentes et puis oser briser ce, entre guillemets, plafond de verre dont on parle? Alors, je vous rejoins totalement, pleinement, et je dirais tout particulièrement, en ma qualité double casquette, tout en étant à la fois notaire et femme. Notaire parce que je pense que si l'on veut combattre cette inégalité économique, il faut en passer par une vaste campagne de sensibilisation, d'information, et effectivement, en qualité de notaire dans nos offices, nous sommes au contact
l'ensemble de nos clients, bien évidemment, mais tout particulièrement de ces femmes qui viennent en quête de conseils à l'occasion donc de la signature d'un contrat de mariage, mais pas que, pour signer un acte d'acquisition, acheter la résidence principale, voire une résidence secondaire, qui vont être associées à des opérations de transmission patrimoniale en faveur des enfants. Donc on a véritablement, je dirais, une responsabilité pleine et entière à ce titre au travers des conseils que l'on délivre. Et la matière pouvant être parfois un peu technique, c'est vrai que certaines d'entre nous peuvent avoir une forme d'aversion aux chiffres, hein, c'est ce que vous indiquez, et puis on peut se dire, finalement l'équilibre dans le couple, c'est monsieur qui gère, moi je comprends pas trop, j'ai déjà eu cela, j'ai déjà reçu des couples, madame se mettant volontairement en retrait, finalement disant c'est complexe, moi je comprends pas tout ça, voilà, moi je fais confiance. Je vous dirais dans ces cas-là, moi je redouble de vigilance parce que je me dis qu'il faut au contraire. Il va falloir que j'arrive à trouver des mots simples qui fassent que le message soit transmis. Enfin, que voilà, il faut expliquer les choses de façon. Donc ça, c'est une première responsabilité que je considère devoir à laquelle il faut que je réponde, bien évidemment, en ma qualité donc de professionnelle et de notaire. Et en qualité de femme, j'ai effectivement envie de nous inviter toutes à être plus audacieuses et je crois qu'il faut que l'on se fasse confiance, tout simplement. Peut-être qu'il y a des biais ou que culturellement on part dans l'idée que effectivement, alors nous et l'argent ça fait deux, nous et les chiffres c'est pas ça, que c'est compliqué. Non. Non, on est aussi compétente. Il n'y a pas de raison, mais je pense qu'il faut que l'on prenne véritablement confiance en nous. Là, je crois qu'il y a tout un. Lorsque j'ai débuté dans le notariat, il y a de ça maintenant une trentaine d'années, il y avait peu de femmes qui étaient associées. Il y en avait déjà beaucoup dans les amphis de droit. Les amphis ils étaient déjà très fortement féminisés, mais en revanche, les études notariales, elles l'étaient pas nécessairement. On avait tout de même des notaires qui étaient essentiellement des hommes et des femmes qui étaient plutôt, je dirais, dans des rôles d'assistantes ou mais on n'avait pas véritablement d'entre-deux. J'ai même entendu. Il m'a même été dit à plusieurs reprises, ah ben oui, mais alors une profession qui se féminise, c'est une profession qui se paupérise. C'est sympa, voilà, bon, merci. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer tout de même que au sein de la compagnie notaire de Paris, nous sommes 2158 notaires, tous genres confondus, et parmi ces 2158 professionnels, eh bien, il y a 59% de femmes, tout de même. Donc voilà. Et effectivement, j'ai eu le grand honneur et la responsabilité d'en assurer la présidence. Cela ne fait qu'un mois depuis le 22 mai dernier. Et je suis la troisième femme à accéder à cette fonction. Voilà, donc en résumé, parce que je suis très bavarde, pardon, je ne veux pas monopoliser la parole, mais moi je crois qu'il n'y a pas de fatalité. 300 ans, je n'y crois pas et je ne veux pas y croire parce que je suis convaincue qu'il faut en passer par des actions de sensibilisation, d'information, de formation. Aujourd'hui, on a des moyens de communication, on est dans l'immédiateté, on est dans des flux d'informations extrêmement rapides, donc il n'y a aucune raison que nous n'y parvenions pas et il faut simplement que les contenus soient adaptés. Enfin voilà, donc je pense qu'on a effectivement une action en qualité de professionnel du droit, toute profession confondue, il nous appartient de participer à ces actions d'information et de formation. Et en tant que femmes, ayons confiance en nous, mesdames. Il faut véritablement que nous nous engagions. Et peut-être en politique, pour faire entendre notre voix. La question de la confiance, elle est intéressante. Et c'est avec vous, Charlotte Jacquemot, qu'on va en parler, puisque j'ai lu votre étude, dont je vais rappeler le titre, « Ressenti et discrimination de genre, ce qui freine la féminisation des filières scientifiques », au cas où vous n'aurez rien à lire ce soir.
elle est très intéressante parce qu'en fait, vous venez y dire notamment, hein, mais pas que, parmi les personnes qui font de la recherche, seulement 30% sont donc des chercheuses. Qu'en maths, le chiffre est encore plus faible, alors que les filles, ça ce sont les résultats du bac en fait, hein, les filles ont de meilleures notes que les garçons en filière scientifique. Et donc, c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi finalement ces jeunes filles ne s'orientent-elles pas vers une carrière scientifique. Est-ce que c'est par manque de confiance, puisqu'on a parlé de confiance, voilà, c'est une question que je trouve très intéressante et que je voulais vous poser, étant précisé qu'en plus, on a dans la salle ce soir de très jeunes filles. La plus jeune doit avoir 16 ans, donc c'est intéressant. Vous voyez, on s'intéresse à ces questions dès le plus jeune âge. Donc voilà. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. La question de la confiance, elle rejoint un peu celle de la dépendance économique, qui est le sujet de la soirée. Et c'est en fait le résultat de mécanismes qui vont faire que les filles vont pas s'orienter vers des carrières scientifiques ou vers la finance, que les filles vont pas s'orienter vers des carrières rémunératrices et que les filles vont pas accéder à des postes à haute responsabilité. Et nous, notre travail en tant que chercheurs, chercheuses, c'est de comprendre quels sont ces mécanismes. En gros, on peut y penser tout ensemble. Il y a 2 mécanismes qui peuvent expliquer ça. Le premier, c'est une hypothèse biologique. Il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes. Donc là, personne ne conteste ça. Mais ces différences biologiques, est-ce qu'elles entraînent des différences dans l'orientation, dans les choix qu'on pourrait faire ou dans les compétences qu'on pourrait avoir dans certaines matières? Ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième, c'est plus une hypothèse de normes sociales. Et vraiment, nous, notre travail, c'est de tester ces hypothèses et de savoir quelles sont les hypothèses qui permettent d'expliquer ça. Parce que si on veut, après, essayer de développer des dispositifs pour contrer ça, il faudra comprendre comment ça fonctionne. Alors, je reviens rapidement sur l'hypothèse biologique. Ce qu'on peut faire, et c'est ce qu'on fait dans le département d'études cognitives que je dirige à l'ENS, c'est on teste des bébés pour essayer de comprendre s'il y a des différences entre les bébés garçons et les bébés filles. On les fait venir au labo et on les teste. Et donc vraiment, quasiment à la naissance. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les bébés garçons et les bébés filles pour traiter les objets, pour traiter les nombres et pour traiter l'espace. Donc, aucune différence chez des très jeunes enfants pour traiter tout ça. Et ensuite, on peut tester des adultes, on peut regarder leur performance dans des tâches cognitives qu'on fait passer, on peut regarder l'activation dans le cerveau, est-ce qu'il y a des différences d'activation cérébrale, la structure cérébrale. Et quand on regarde tout ça, donc pour faire vraiment une longue histoire courte, c'est qu'il y a autant de différences entre un cerveau d'un homme et d'une femme qu'entre le cerveau de 2 hommes ou qu'entre le cerveau de 2 femmes. Donc cette hypothèse biologique, elle tient pas la route, elle peut pas expliquer les chiffres qu'on observe. Et si c'est pas une hypothèse biologique, c'est une hypothèse plus de normes sociales. Et effectivement, quand on peut regarder ce qui se passe, et là, on peut décrire 2 mécanismes distincts qui vont expliquer ce qu'on obtient. Donc les 2 mécanismes, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est le mécanisme des stéréotypes et le mécanisme des biais de genre. C'est 2 choses différentes. Les stéréotypes, ça va affecter les filles, les femmes elles-mêmes, leur performance. Et alors comment on sait ça? Donc je vous parle d'expériences, mais très courtes pour qu'elles soient simples, mais quand même c'est grâce à ces expériences qu'on peut dire ce qu'on dit. Donc l'expérience, c'est une expérience qui a été faite plusieurs fois, mais il y en a une qui a été faite par une équipe à Marseille d'Isabelle Régnier, dont vous avez peut-être entendu parler, auprès de collégiens et de collégiennes de 5e. On prend tout le collège, tous les 5e, on les sépare en 2 groupes distincts qui ne se parlent pas. Et il y a un groupe à qui on présente, c'est une figure qu'on utilise beaucoup en recherche. On leur dit, on va vous faire passer un test de géométrie, on va vous montrer cette figure, ensuite on la cache et vous avez 5 minutes pour la reproduire. Ça, c'est le groupe géométrie. Et l'autre groupe, on leur dit, on va vous faire passer un test de dessin, on leur montre la même figure, on va vous montrer cette figure, vous la regardez, ensuite on la cache et vous aurez 5 minutes pour la reproduire. Et on regarde les performances des filles et des garçons dans les 2 groupes. Dans le groupe géométrie, les garçons sont meilleurs que les filles. Dans le groupe dessin, les filles sont meilleures que les garçons et elles sont même meilleures que les garçons du groupe géométrie. Et donc ce qu'on voit là, c'est exactement le même test qui a été donné aux 2 groupes, c'est juste la consigne qui a changé, le mot géométrie ou le mot dessin. Et que le fait que les filles elles soient moins bonnes dans le groupe géométrie, c'est l'expression du stéréotype. Depuis qu'elles sont petites, on leur dit qu'elles sont pas bonnes en maths, et quand on les teste en maths, les stéréotypes vont affecter leur
performance. Donc, il n'y a rien de biologique. Quand en dessin, elles sont super bonnes, c'est exactement le même test. Donc ça, c'est le stéréotype. Et le biais de genre, c'est ce que nous, en tant qu'évaluateurs, évaluatrices, on va projeter sur les filles et les garçons. Et ça, on le voit dans d'autres expériences. Donc là, je vous en cite une qui a été faite aux États-Unis. On va proposer à des professeurs de biologie, chimie, physique de recruter quelqu'un dans leur labo de recherche. Donc c'est une expérience et on va leur envoyer un CV. Et au vu de ce CV, ils vont devoir évaluer sur une échelle de 1 à 7, est-ce que cette personne est compétente, est-ce qu'ils ont envie de la recruter, quel salaire ils vont lui donner, etc., etc. Il y a la moitié des professeurs qui vont recevoir le CV avec le prénom de Jennifer, donc on est aux États-Unis, et l'autre moitié qui va recevoir le CV, exactement le même CV, avec le prénom de John. Et ensuite, on regarde comment a été évaluée Jennifer et comment a été évalué John. Dans tous les critères, tous les paramètres, John est évalué mieux que Jennifer. Il est évalué plus compétent, on a plus envie de le recruter, on va lui donner un meilleur salaire. C'est exactement le même CV. Donc ça, c'est l'expression d'un biais de genre. On ne projette pas la même chose sur une femme que sur un homme. Et sachant que c'est exactement la même chose. Et on revient en France et on regarde les bulletins scolaires. Il y a une étude qui est sortie cette année, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, 600 000 bulletins scolaires analysés dans les classes de terminale pendant plusieurs années. Et on a regardé les commentaires qui étaient faits pour les filles et pour les garçons. Ben pour exactement la même note, les filles, alors je reprends mes notes parce que on dit qu'elles sont studieuses ou appliquées, et les garçons qui sont curieux, avec du potentiel, intuitifs et passionnés. Exactement la même note. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on projette, c'est un biais de genre. Et pourquoi on observe ces mécanismes, ces stéréotypes, ces biais de genre? C'est parce qu'on vit dans une culture qui est genrée et qui commence très tôt. Qui commence dès la crèche, où on ne va pas proposer aux filles et aux garçons les mêmes jeux. On va utiliser un langage fonctionnel avec les garçons, alors qu'on va utiliser un langage beaucoup plus émotionnel avec les filles. On va valoriser l'autonomie chez les garçons, alors que chez les filles, on va les complimenter sur la façon dont elles sont habillées. Jamais on complimente le petit garçon sur le pantalon qu'il a. Par contre, la robe de la fille, c'est vraiment la chose qu'on complimente. Donc à la crèche, à l'école, si on regarde des ouvrages scolaires, 3% des personnages scientifiques sont des femmes. 3%. Même pas le ratio qu'on a en France. Par contre, les femmes représentent 70% des personnes qui font le ménage ou la cuisine sur les ouvrages scolaires. Donc, les enfants vont baigner dans une culture comme ça, où il y a vraiment des différences massives entre les hommes et les femmes. Dans les classes, les garçons occupent 70% du temps de parole, et c'est aux garçons qu'on va poser des questions de réflexion et aux filles qu'on va poser des questions de cours. Donc ça, c'est l'école. Dans les familles, c'est à peu près pareil. Là, il y a une étude qui est sortie, donc en 2025, et c'est pas les années 60, des filles de 10 ans participent beaucoup plus aux tâches ménagères que les garçons. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Aucune raison. Quand les parents font des efforts et emmènent les enfants dans des musées scientifiques, ils vont passer 3 fois plus de temps à expliquer la causalité, les faits scientifiques à leurs garçons qu'à leurs filles, alors qu'ils ont fait un effort. Donc là, on est dans une culture, sans parler des réseaux sociaux, des médias, où il n'y a que des experts et pas beaucoup d'expertes, alors que si on les cherche, on les trouve. Donc on est dans une culture qui va construire des différences genrées entre les hommes et les femmes, et qui touche toutes les étapes de la vie et tous les domaines de la vie. C'est assez édifiant. Merci, parce que c'est vrai que moi, personnellement, je m'étais rendu compte qu'à l'école, effectivement, il y avait ces petits, les jeux pour les filles, les jeux pour les garçons. Mais j'avais pas analysé, par exemple, le bulletin scolaire, comme vous venez de le faire. Et maintenant que vous le dites, oui, ça parle. Enfin, je pense qu'on a tous et toutes été assez interpellés par ces chiffres. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Mais donc, en réalité, ça se joue, au final, c'est l'inégalité, ces inégalités se jouent dès l'enfance. C'est ce qu'on est en train de se dire. Et est-ce qu'il n'y a pas là-dedans aussi une question d'éducation? Oui, alors évidemment, ça se joue très tôt. Et si on veut agir, il faut identifier, que c'est multifactoriel et on ne va pas pouvoir déterminer une seule chose qui va faire qu'on va améliorer la parité. Ça se jouera à plusieurs niveaux. Par contre, il y a des points clés qu'on peut identifier et on peut agir sur ces points clés
Donc là, j'ai parlé des bulletins scolaires. C'est un point un peu technique, mais en fait, en terminale, il y a eu une réforme qui s'appelle la réforme des spécialités. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler. Ça a été mis en place en 2019, donc ça a été effectif en juin 2021. Et il n'y a plus les bacs scientifiques, littéraires comme avant. Maintenant, on choisit 2 spécialités parmi toutes les spécialités qui sont possibles. Et ça, en fait, ça a eu un effet massif sur la perte des bachelières scientifiques. On a perdu 60% des bachelières scientifiques. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, sur l'effectif complet qu'on a de filles en terminale, avant, il y en avait à peu près la moitié qui faisaient des bacs scientifiques. Maintenant, il n'y en a plus que 16%. Donc, cette réforme des spécialités, elle fait que les filles ne font pas une terminale scientifique. Après, ça va forcément empêcher d'aller vers des études scientifiques qui sont souvent les études qui permettent d'avoir des métiers plus rémunérateurs. Donc ça, c'est un vrai frein à la parité et il faudrait vraiment revenir en arrière. Et là, on voit que ça ne marche pas. Donc, on a le résultat. Il y a un autre point crucial dans la carrière qui a été évoqué tout à l'heure, celui de la maternité. Donc la maternité, c'est vraiment un moment où il y a une rupture à la fois dans la progression salariale et dans la prise de responsabilité dans la vie des femmes. Il y a une étude récente qui vient de sortir, qui a été faite au Danemark sur une cohorte de 15 000 personnes et qui a été suivie pendant 4 ans. L'arrivée du premier enfant et 4 ans de suivi. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est un effet massif sur la carrière, en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette étude, ils ont aussi fait des questionnaires auprès des femmes pour savoir si elles connaissent leur motivation et leur aspiration. Et en fait, c'est la même motivation que les hommes, c'est les mêmes aspirations. Donc, c'est même pas un problème elles n'ont pas très envie, elles y vont pas. C'est juste que la maternité, c'est une vraie rupture. Et on pourrait se dire au Danemark, c'est un pays assez égalitaire. En fait, il y a un congé de naissance qui est de 52 semaines. Comment ça touche autant les femmes et pas du tout les hommes, parce que ça touche pas les hommes, c'est plutôt un boost dans la carrière des hommes. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut regarder le détail, parce que le diable, c'est toujours dans les détails. C'est combien de semaines ou de mois ont pris ces hommes et ces femmes. Donc les femmes, je pense que c'est 14 semaines la durée obligatoire. Et les hommes, même s'ils peuvent prendre beaucoup plus, il n'y a que 2 semaines qui sont obligatoires. Et en fait, il y a 80% des hommes qui ne prennent que 2 semaines. Et seulement 20% qui vont prendre plus que 2 semaines. Donc, dans les données, on peut regarder dans les familles où les hommes ont pris seulement les 2 semaines ou ont pris 2 mois et plus. Et ce qu'on voit, c'est que dans les familles où l'homme a pris 2 semaines, c'est eu un impact majeur sur la femme et pas d'impact sur l'homme. Par contre, dans les familles où l'homme a pris plus et environ 2 mois, là, il y a eu un impact aussi sur la carrière de l'homme. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce congé maternité, paternité, s'il est pris à peu près la même durée, c'est un vrai impact. Mais c'est un impact pour tout le monde. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça en France. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Ce congé maternité, c'est une vraie discrimination à l'emploi, parce que quand on embauche une femme, le risque, c'est qu'elle parte en congé maternité, alors que l'homme, pas du tout. Donc, il y a une vraie discrimination. Et ensuite, le fait que l'homme, il rentre tout de suite il retourne au travail, il ne va pas s'engager de la même façon avec l'enfant. Et cette période-là, elle est hyper importante pour construire un lien avec l'enfant et apprendre à donner des bains et changer, tout ça et tout ça. Et donc, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à ce qu'en France, on ait un congé paternité qui soit exactement de la même durée que le congé maternité, si on veut une vraie égalité, qui soit obligatoire et non transférable. Ce choix-là, c'est le choix qu'a fait l'Espagne. En 2021, ils ont voté une loi sur l'égalité. Et maintenant, le congé maternité, c'est 16 semaines pour la femme et congé paternité, c'est 16 semaines pour l'homme, non transférable, obligatoire. Donc, c'était en 2021, on a un petit peu de recul et on peut regarder quel impact ça a eu sur la carrière des femmes. Donc, déjà, ça réduit les écarts salariaux de 30%. Donc, en quelques années, là, en 4 ans, ça a eu un impact. Et ça a ramené aussi le taux d'emploi des femmes a été augmenté de 4% par rapport à ce que c'était en 2021. Donc, on voit que des actions comme ça, dans des pays qui ont déjà mis en place ce type d'action, ça a un effet. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment réfléchir à quelles sont les actions et mesurer les actions quand on les fait. Ouais, c'est intéressant et on voit que la France, au final, est encore très, très en retard sur tout ça. Il y a eu des avancées, évidemment. Il y a eu des avancées, puisqu'aujourd'hui, il y a un congé paternité, mais on n'a pas un congé de paternité comme celui 7 jours que obligatoires. vous venez d'énoncer. Oui, donc on est très loin des 16 semaines de l'Espagne. Clémence Amara Bettati, toi, en tant qu'avocate, mais que femme aussi,
qu'est-ce que tu vois dans la profession? On sait qu'il y a des difficultés au sein de la profession d'avocate, ce sont souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, que vois-tu au sein de notre profession? Est-ce que tu y vois des inégalités? Est-ce qu'elles se ressentent nettement? Et que fait au final la profession d'avocat pour garantir l'indépendance économique des femmes? Bonsoir à toutes et à tous. Je rejoins évidemment ce qui a été dit parce qu'en réalité, je vais vous parler des avocates, mais ce qui concerne les avocates concerne en réalité toutes les femmes. Il y a beaucoup de freins et je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que le premier, et c'est ce qui vient d'être évoqué, c'est évidemment la question de la grossesse et du congé de maternité. J'en sais en plus quelque chose en ce moment pour tout vous dire. Et c'est vrai que forcément, ça va éloigner les femmes des cabinets d'avocats. Et c'est un vrai sujet. Forcément, c'est une problématique. On n'a pas encore trouvé de solution miracle pour avancer là-dessus. Et surtout, la conséquence, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'il y a la problématique du congé de maternité qui va éloigner les avocates des cabinets, qui va ralentir éventuellement leur évolution dans ce cabinet, mais aussi le risque qu'elles quittent la profession. Et c'est ce qu'on voit au niveau des chiffres. Après le premier enfant, et éventuellement évidemment le deuxième ou le troisième, vous avez un certain nombre de femmes qui quittent la profession. Ce qui peut sembler paradoxal, parce qu'effectivement, comme les notaires au niveau de la profession, on a une profession qui est extrêmement féminine, puisqu'on est à peu près sur les mêmes chiffres avec 57% de femmes qui sont avocates. Mais donc, c'est vraiment le frein majeur et qui pose un certain nombre de difficultés. La profession essaye de faire un certain nombre de choses et vous avez eu évidemment dans le règlement intérieur national des ajouts et notamment le principe d'égalité, de lutte contre les discriminations. Vous avez une commission notamment au barreau de Paris contre justement la lutte contre les discriminations. Vous avez aussi l'article 14 qui protège justement les femmes avant, pendant et après leur congé maternité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les licencier comme vous le souhaitez, mais pour autant ça reste une vraie difficulté. Il y a quand même un certain nombre de règles qui existent et donc ça veut dire qu'on peut sanctionner. Moi, j'ai un regret aussi, pour tout vous dire, et Sabrina le rappelait, je préside une association où c'est vrai que ça me permet de rencontrer beaucoup de consoeurs et qui me disent souvent qu'en réalité, elles n'osent pas. Or, le problème, c'est que l'ordre aujourd'hui veut faire des choses et il y a des sanctions. On peut critiquer parfois certaines sanctions, mais vraiment, il y a un travail qui est fait aujourd'hui. Le problème, c'est qu'encore faut-il que les femmes saisissent l'ordre. Et la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que vous avez effectivement ces problématiques, mais par ailleurs, elles hésitent en réalité à saisir l'ordre parce que vous avez toujours la crainte de l'impact sur votre carrière, que ça vous poursuive, ce fameux doute sur le fait qu'en réalité tout le monde se connaît et que donc les comportements qui sont inacceptables ne seront pas sanctionnés, alors que c'est faux. Moi j'ai la chance, je vous le dis aujourd'hui, je suis au Conseil de l'Ordre, Sabrina aussi, on le voit, on constate, il y a eu une véritable évolution avec aujourd'hui des sanctions, mais encore une fois, faut-il saisir l'ordre. Donc c'est le premier frein, vraiment la maternité qui est une inégalité en soi. La deuxième chose, et on en parlait tout à l'heure, c'est le plafond de verre ou parquet collant en fonction de ce que vous préférez, qui est qu'on constate, et c'est indéniable, dans l'évolution de carrière, les femmes n'évoluent pas comme les hommes dans les cabinets d'avocats. Et les femmes deviennent moins facilement associées, sont moins facilement dans les conseils d'administration ou les boards. Et ça, je pense qu'on a effectivement un vrai travail encore à faire dessus. De la même façon que vous avez ce frein qui a un stéréotype, alors évidemment que je ne partage absolument pas de... Peut-être pas la faible femme, mais ce que je veux dire, c'est un peu cette image que les femmes seraient effectivement plus compétentes dans certains domaines d'activité, le droit de la famille, beaucoup moins pour le droit des affaires. De la même façon, elles seraient plus mues par leur sensibilité, leur émotion, que donc elles seraient moins capables de gérer des dossiers qui sont difficiles ou des clients qui sont difficiles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'imaginaire, qui est faux, mais qui malheureusement impacte aujourd'hui les femmes. Pour vous dire les choses telles que je les pense, même si on progresse, je pense que, en tout cas sur l'indépendance économique des avocates, le barreau ne s'est pas encore saisi véritablement de cette question et vous n'avez pas encore aujourd'hui de choses qui aident profondément les avocates. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment remercier ce soir Madame la vice-bâtonnière Karine Denoy-Banteux parce que organiser encore une fois cette conférence, c'est vraiment justement se saisir de cette difficulté. On en a toute conscience, on le voit au quotidien, mais pour autant on n'a pas nécessairement encore les solutions. Mais il faut évidemment rester optimiste et on va avancer sur ces problématiques.
Ce que tu dis est très vrai. Et puis, il y a une réalité au sein de notre profession. On a beaucoup d'avocats ce soir ou d'avocates. Oui, donc, si, on a quand même. Parce que je pense qu'il y a aussi cette différence quand on est collaborateur ou collaboratrice, enfin plutôt collaboratrice, parce que c'est nous qui avons un enfant, collaboratrice d'un cabinet d'avocats et où finalement votre rémunération, votre rétrocession est maintenue. Et pour les femmes qui sont seules à leur compte, parce que nous ne sommes pas tous ou nous n'avons pas toutes été collaboratrices au sein d'un cabinet d'avocats, il y a aussi nos consoeurs qui sont seules, installées, et qui le jour où elles ont un enfant, eh bien au final ne perçoivent plus la rétrocession qu'elles percevaient avant parce qu'elles n'ont pas de maintien de rétrocession. Donc il y a cette difficulté aussi à s'arrêter justement quand on attend ce premier enfant, ce deuxième ou ce troisième, à s'arrêter parce que si on s'arrête, justement l'argent ne rentre plus. Et puis c'est vrai, Clémence, qu'à un moment donné, les grossesses en cabinet d'avocat, ça peut poser des difficultés. Grand Dieu, surtout pas de troisième enfant, parce que 3 enfants, c'est 6 mois de congé maternité. Attention. Et donc, on a des consoeurs qui ne veulent pas d'ailleurs prendre 6 mois de congé maternité. Et pour peu qu'on soit sur un parcours d'association, c'est vrai que prendre ces congés maternité, c'est aussi se couper du client. Et donc, on ne veut pas être coupé du client parce qu'on a besoin de maintenir ce lien pour derrière aller vers l'association. Donc bon, moi je pense qu'il y a qu'un seul moyen de s'imposer, en tout cas dans les cabinets d'avocats. Je ne parle pas des avocates qui sont installées à leur compte, mais pour de s'imposer, c'est le chiffre. Là, pour le coup, effectivement, il faut savoir compter et maîtriser les chiffres parce que le seul moyen de s'imposer au sein d'un cabinet d'avocats et de devenir associé, c'est de ramener du chiffre. Je le pense vraiment. Mais pour ça, encore faut-il oser aller vers le client. Et donc, on en revient à avoir confiance en soi et à oser. Alors, en préparant cette table ronde, Marianne Barbadaiani, j'ai aussi noté que les femmes investissent beaucoup moins en bourse que les hommes, qu'elles prennent beaucoup moins de risques financiers. Moi, je n'en prends aucun. Mon mari me dit investis. Sur ce coup-là, je ne le suis pas et je n'investis rien. Qu'elles détiennent moins de patrimoine. Et je me suis demandé pour quelles raisons. Alors, est-ce qu'elles ont moins d'argent à investir? Mais pour investir, encore faut-il avoir de l'argent. Donc, est-ce qu'elles ont assez d'argent pour investir? Est-ce qu'elles sont exclues de la culture financière? Ou est-ce que finalement, elles n'osent pas prendre de risques? Alors, c'est effectivement un sujet qui commence à émerger, heureusement, qui est celui effectivement de sous-investissement chronique des femmes. Alors, ne pas investir, c'est se condamner à être pauvre et à être pauvre longtemps, parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et donc, il y aura un moment où votre activité s'arrêtera et où vous vivrez sur les revenus, soit de votre retraite par répartition, soit de ce que vous aurez investi. Et donc, si vous investissez, il y a un truc qui ne ment pas en finance, c'est le couple rendement-risque. C'est-à-dire qu'il faut investir le plus jeune possible. Donc, ça va, vous pouvez commencer. Parce que plus vous allez arriver vers le moment où vous allez devoir retirer de la liquidité de vos investissements, moins vous pourrez prendre de risques. Donc, vous allez avoir un patrimoine qui, s'il est bien géré, vous allez commencer par pouvoir pimenter un peu vos investissements. Je ne suis pas la personne qui va vous dire qu'il faut tout mettre sur des investissements ultra risqués. Mais en revanche, l'investissement, ça se gère et ça se gère sur un cycle de vie où, quand vous êtes jeune, vous pouvez vous permettre d'avoir une partie de votre patrimoine qui est bloqué, donc qui investit à plus long terme, donc qui peut rapporter plus et où il y a plus de risques. Quand vous aurez besoin de récupérer l'argent, vous aurez besoin de le mettre sur des placements totalement liquides. Mais si vous ne faites pas cet effort, entre guillemets, alors que vous pouvez vous permettre, parce qu'effectivement, on parle d'investissement, ça veut dire déjà des gens, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, qui peuvent mettre de l'argent de côté et qui peuvent en mettre
pas mal, parce que si vous avez très peu d'argent de côté, la première chose que vous devez faire, c'est d'avoir effectivement une épargne à vue, qui est une épargne de précaution pour faire face à des coups durs. Et donc, on parle de gens qui gagnent correctement leur vie, mais Dieu merci, c'est de plus en plus fréquent que les femmes gagnent correctement leur vie. Et donc, nous sommes penchés à l'autorité des marchés financiers sur la question de l'investissement, et notamment de l'investissement des femmes. Parce qu'on étudie beaucoup de choses, on a beaucoup de données, on regarde beaucoup un certain nombre de sujets. Et alors, on s'est rendu compte qu'effectivement, la situation était tragique. La situation d'investissement des femmes est tragique, d'abord parce que les femmes sous-investissent considérablement. Donc, je vais donner quelques chiffres. En 2023, 21% des femmes déclaraient investir en bourse ou avec un PEA, etc., contre 42% des hommes. Donc, c'est vraiment des différences qui sont extraordinairement significatives. Or, quand vous regardez les chiffres historiques, de manière intertemporelle, il est évident que ce qui rapporte le plus, c'est d'investir en bourse. Donc, si vous ne le faites pas, vous gagnerez moins et donc vous accumulerez moins de patrimoine. Alors, je vous coupe une petite minute parce que c'est intéressant. Qui, parmi vous toutes, investit en bourse? Vous voyez, c'est pas si mal que ça. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé de boursicoter tous les jours en suivant les conseils de je sais pas qui seront d'ailleurs pas forcément de très bons conseils. Mais donc, il y a quand même un frémissement. Donc, j'allais dire que la situation est tragique parce que non seulement, effectivement, il y a ce sous-investissement des femmes qui est très marqué sur les produits un peu risqués et donc ceux qui rapportent le plus. Mais en plus, ça ne bouge pas. C'est-à-dire, je vous ai donné les chiffres de 2023. Et en 2025, on a remesuré et on était à peu près dans les mêmes chiffres, c'est-à-dire 24% quand même des femmes qui ont investi dans les produits boursiers au sens large ou les cryptoactifs et 45% des hommes. Donc, face à cela, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on commence à voir comment on peut utiliser notre pouvoir et notre rôle d'autorité pour essayer de faire bouger les choses. Donc, on a décidé de lancer un plan d'éducation financière qu'on va lancer à la rentrée sur l'investissement féminin. On s'est beaucoup préoccupé ces dernières années d'un autre sujet grave qui est les jeunes investisseurs qui, pour le coup, font notamment les jeunes hommes n'importe quoi avec leur argent. Et pour des raisons d'ailleurs que nous étudions très bien, c'est-à-dire que quand on mesure, quand on demande, une des raisons pour lesquelles les femmes sous-investissent et pour lesquelles les hommes, notamment jeunes, font n'importe quoi et perdent beaucoup d'argent, le peu d'argent qu'ils ont, c'est qu'en fait, on mesure l'appétit au risque, ou plutôt d'ailleurs, on commence par mesurer le sentiment de s'y connaître. C'est-à-dire de connaître les investissements, de s'y connaître suffisamment pour investir. Alors là, je vais vous donner les chiffres. 28% seulement des femmes estiment s'y connaître en matière d'épargne et de placement contre 51% des hommes. Le plus drôle, si c'est drôle et pas tragique, c'est que derrière, nous mesurons les compétences financières avec 3 questions simples que je ne vais pas poser pour éviter que tout le monde se sente mal, y compris moi. Mais les compétences sont très peu différentes. Donc, à partir d'un niveau de compétence qui est à peu près le même, donc 28% des femmes estiment s'y connaître, 51% des hommes. Et moindre appétence au risque. Donc en 2025, 51% des femmes refusent toute prise de risque, quel que soit leur âge. Qu'on refuse toute prise de risque à 75 ans quand on a besoin de son argent, ça s'explique. À votre âge, non. Donc c'est une erreur, mais vous avez compris qu'en fait c'est une consultation pour moi aussi. Je suis assez maligne pour avoir. Donc maintenant on a les chiffres, c'est documenté. Alors, les choses évoluent quand même. C'est-à-dire qu'il y a une étude de Mazars, je crois, il n'y a pas très longtemps, qui a montré qu'effectivement, dans les jeunes générations, les femmes se préoccupent plus. Et d'ailleurs, le sondage IFOP que vous avez cité tout à l'heure montre que c'est quand même très étonnant ce qui ressort. Hein. La préoccupation numéro 1 des femmes, leur bonheur, finalement, est lié à une certaine sécurité économique.
Après, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a ce sous-investissement des femmes qui est tragique pour les femmes parce qu'elles préparent mal leur avenir financier, séparation ou pas séparation. De toute façon, il y a un moment, on a besoin d'argent parce qu'on veut faire une acquisition immobilière. Si on a des enfants, on veut les aider pour financer leurs études. Et si on atteint par miracle un âge où on n'a plus de revenus d'activité, il faut avoir des revenus de nos placements. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors, c'est assez difficile pour nous. Alors, je pense qu'on devrait travailler davantage avec des scientifiques comme le laboratoire que vous dirigez. Donc, ce qu'on a décidé de faire, parce qu'on a une démarche relativement scientifique, justement, à l'AMF, nous sommes des gens de chiffres et de droit aussi d'ailleurs, mais beaucoup de chiffres, c'est qu'on s'est dit, bon, maintenant, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va essayer d'approfondir. Donc, à la rentrée, on va faire une étude qualitative. Et ce que j'aimerais qu'on puisse faire, mais ça nécessitera qu'on trouve des financements, parce qu'on a un budget public, donc on est pauvre. On va essayer de trouver des financements pour faire par l'OCDE, qui fait beaucoup d'études extrêmement intéressantes. On les a fait travailler il y a 3 ans de ça sur les jeunes investisseurs. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte de tous les problèmes que j'ai évoqués, notamment ce sentiment de cette surestimation chez les jeunes investisseurs de leurs compétences, qui en fait des gens extrêmement vulnérables et des proies pour tous les arnaqueurs possibles et imaginables. Et Dieu sait qu'un des phénomènes les plus inquiétants qu'on observe, c'est l'explosion des arnaques. Donc, on va essayer d'abord de faire avec nos propres moyens, de faire des études qualitatives. On sait faire ça avec un certain nombre de moyens. J'aimerais qu'on puisse faire travailler l'OCDE parce que l'étude qu'ils ont faite sur les jeunes investisseurs, elle est extrêmement intéressante et ça nous a amené à révolutionner complètement notre programme d'éducation financière. Changer le langage, changer les codes, aller sur TikTok, sur Insta, etc. pour aller chercher les jeunes investisseurs là où ils sont et les mettre un peu en garde contre un certain nombre de comportements. Donc j'aimerais qu'on puisse avoir ces bases-là, on va essayer de le faire parce que la situation actuelle, elle est tragique pour les femmes, elle est tragique pour l'économie. Je rappelle que nous vivons depuis quelque temps sur la base d'un rapport fondamental très important qui a été fait par Mario Draghi au niveau européen, qui a montré que nous avons besoin de plus d'investissements en Europe pour financer la transition digitale, la transition énergétique et maintenant notre effort de défense. Cet investissement, il va venir des investisseurs. Mais s'il ne vient pas aussi des investisseuses, ça va être très difficile. Et ça, on parlait tout à l'heure de choses d'angle mort. Moi, je constate que malheureusement, c'est un angle mort de l'ère post-Draghi où on se gratte la tête pour trouver des solutions pour renforcer le niveau d'investissement. Mesdames et messieurs de la finance, commencez par aller vous intéresser aux femmes et leur offrir des programmes d'investissement adaptés avec des codes de marketing, des algorithmes qui ne soient pas systématiquement inadaptés pour les femmes. Moi, je suis assez frappée par ce qui a été dit sur la, entre guillemets, phobie administrative partagée par beaucoup de femmes. Je me demande si ça ne résulte pas, j'aurais dû m'en préoccuper dans la première partie de ma vie et quand j'étais à Bercy, ça ne résulte pas du fait que les documents sont conçus par des hommes et désormais par des algorithmes qui sont calés sur du cognitif qui serait plutôt adapté aux hommes. Parce que en plus, c'est pas historiquement, ça n'a pas toujours été le cas, mais je note effectivement, y compris chez moi-même d'ailleurs, soyons clairs, cette espèce de phobie administrative. Ça rend triste, ça c'est vrai. Sandrine Saroche l'a dit, purée, ça rend quand même triste. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est parce que on est placé devant des cadres qui ne sont pas faits pour nous. Alors, on peut s'adapter, on n'est pas débile, hein, donc on y arrive. Mais quand il faut faire la déclaration d'impôt et qu'on est toute seule, bah, le logiciel des impôts, il est très bien fait. Donc, on y arrive, mais on n'a pas envie de le faire. Alors, je ne sais pas si les hommes ont vraiment envie de le faire, mais en tout cas, il y a les obstacles psychologiques semblent être moins importants. Donc, je pense que le cadre n'a pas été conçu
pour les femmes. Et donc, ça crée ces espèces de barrières parce que c'est rébarbatif, on n'a pas envie de le faire, on n'a pas envie d'aller à la banque, on n'a pas envie de discuter avec un ou une chargée de clientèle. Pourtant, dans la banque, il y a plus de femmes que d'hommes aujourd'hui. Alors, pas au top niveau, hein, mais encore que ça se féminise aussi. Mais enfin, quand même, quand vous allez, si vous allez à votre banque ou que vous lui téléphonez ou vous avez un contact, vous constaterez que vous avez souvent une chargée de clientèle. Donc, c'est pas que il y a pas de qu'on est face à un monde complètement masculin qui serait, comment dire, assez inaccessible aux femmes. En revanche, probablement que, comme toutes ces choses-là sont malgré tout relativement récentes, on parle de quelques décennies, eh bien, il est probable que les cadres sont pas totalement adaptés aux femmes et qu'il faut vraiment s'en préoccuper. Donc, moi, j'utilise le pouvoir que j'ai en tant que femme, première femme présidente de l'autorité des marchés financiers. On m'a aussi dit que je serais aussi la dernière. Avec beaucoup de gentillesse. Donc, je sais que j'ai peu de temps parce que j'ai un mandat de 5 ans qui est non renouvelable, donc l'horloge tourne et donc c'est pour ça que je pousse mon institution à agir et que j'essaie de cranter des choses qui survivront à mon passage, quelle que soit la personne qui me succédera. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on se préoccupe de ces questions. Il ne faut pas culpabiliser les femmes, c'est-à-dire que il faut pas se dire vous êtes bête parce que vous investissez pas, vous serez pauvre. C'est ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure. J'ai eu tort de le dire comme ça, mais j'essaie de frapper les esprits parce que effectivement il faut que ça bouge. Cette tragédie pour notre économie, cette tragédie pour les femmes tout d'abord, il faut que ça bouge. Alors les jeunes commencent à prendre conscience de ça. Moi, j'avais été extrêmement frappée. Moi, j'ai fait toute une carrière dans la finance. Bon, j'y étais souvent un peu seule, mais de moins en moins. Donc, ça bouge chez les jeunes. J'ai été extrêmement frappée par une lecture. On est tous frappés par des lectures. Quand j'étais étudiante, j'ai lu Margaret Atwood, qui est désormais extrêmement célèbre et alors elle raconte dans un ouvrage qui est assez autobiographique que la chose la plus importante que lui a dit sa grand-mère, c'est « money counts ». Et donc, quand elle a décidé de devenir artiste, donc de pouvoir avoir le temps d'écrire la nuit pendant que les enfants dormaient et qu'elle avait gagné de l'argent le jour en étant, je crois, dans la pub, si je me souviens bien, eh bien, elle avait fait ce choix justement en se disant « il faut que j'ai de l'argent pour financer ce que j'ai envie de faire ». Et ce raisonnement-là, il est extrêmement sain. Malheureusement, tout le monde n'a pas eu cette grand-mère, mais c'est déjà contribuer à une prise de conscience, contribuer à une évolution des images, des rôles, montrer aussi que la présence des femmes aux responsabilités, ça fait changer les choses en bien. Donc, la performance économique des entreprises dont la gouvernance est paritaire est meilleure que celle des entreprises où il n'y a pas de parité, donc où c'est tout des hommes, il faut dire ce qui est. Eh bien, pourquoi ? C'est documenté, ça a été documenté par le FMI, ça a été documenté en 2023 par des gens qu'on peut difficilement soupçonner d'un féminisme échevelé, qui sont BlackRock. Donc, il y a des faits objectifs qui font que on doit se préoccuper de la féminisation. Quand on est actionnaire, par exemple, les actionnaires des entreprises, ils devraient, en assemblée générale, poser la question de la féminisation puisque ça leur rapporterait plus. Mais donc, il y a toute une pédagogie à faire, toute une évolution à faire, et il faut s'en préoccuper. Je pense que c'est ça le point. Il faut s'en préoccuper à titre individuel, mais c'est difficile parce qu'on lutte contre les stéréotypes. L'argent, c'est pas sexy, c'est pas ceci, cela. Bon, voilà. Et puis, ça peut être un peu rébarbatif, mais il faut aussi que la société lutte contre quelque chose qui est à son détriment. C'est-à-dire que si vous parlez tout à l'heure des avocates qui doivent partir pour s'occuper d'un enfant lors de leur période de maternité, si elles ont mis suffisamment de l'argent de côté et que ça leur a rapporté 8% et pas 0,2%, regardez aussi les frais, hein, je le dis au passage. Regardez le rendement net de frais. Bon, eh bien, elles peuvent partir pendant 4 mois parce qu'elles peuvent vivre sur leurs réserves, entre guillemets.
Et évidemment, si elles ont 0 réserve, elles peuvent pas le faire. Donc vous voyez quand même, c'est des enjeux qui sont absolument fondamentaux parce qu'on en est à se dire, est-ce que je peux me permettre d'avoir un enfant? Je rappelle aussi qu'on est en période dite de réarmement démographique, donc c'est important pour la société de se poser la question, comment aider les femmes à pouvoir se permettre d'avoir des enfants? Parce que si on ne fait pas ça, ben le réarmement démographique, alors là, il arrivera pas et ça va se dégrader de plus en plus. On est encore un pays, la France, où le taux de fécondité reste important. Il est en train de dégringoler. On est une exception en Europe. Je ne vous parle pas du Japon ou de pays où effectivement, dans des sociétés ultra misogynes et où les femmes n'ont pas leur place dans la vie professionnelle, qu'est-ce qui s'est passé? Ces pays sont en train de disparaître. Ces pays, le Japon, ils sont en train de disparaître démographiquement. Et les gens travaillent jusqu'à 80 ans parce que de toute façon, d'abord, ils n'ont pas tellement le choix, et puis ensuite parce qu'il n'y a pas non plus le choix pour pouvoir les emplois. Mais si on regarde pas très loin, les différences culturelles, moi, je suis fascinée effectivement par l'Espagne. Je trouve que l'Espagne est un pays qui a fait une révolution culturelle absolument extraordinaire du point de vue de l'intégration des femmes, alors qu'ils avaient toutes les raisons de ne pas le faire. C'est un vieux pays latin, etc. Donc tous les stéréotypes, justement, ne devaient pas aller dans le bon sens. Or, ils ont fait des choses absolument extraordinaires, y compris sur les violences faites aux femmes, etc. C'est un pays qui est très en avance. Donc ça prouve que si on veut, on peut. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que ceux qui se préoccupent des équilibres économiques, de qui va payer les retraites, de qui va payer la dette, etc., sortent de cet angle mort qui est ne pas se poser la question des femmes, de comment elles peuvent mieux s'insérer et mieux contribuer. Parce qu'une femme qui a plus d'argent, elle paye plus d'impôts. Merci, merci beaucoup. Après est prévu un petit cocktail, donc restez, parce que vous voyez que je pense que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. C'est le moment de savoir où investir et comment. Et puis en plus, il y a une surprise à la fin. Il y a une surprise, hein, je le dis, parce qu'il faut que personne ne parte. Il y a une surprise avec Sandrine. Madame Tiber Bellamant, je vous voyais réagir pendant que Marianne Barbalayani parlait. Qu'est-ce que vous disiez là? Je vous voyais en train de discuter. Alors, je me dis, oui, non, bien évidemment, j'ai réagi à plus d'un titre. Non, là, ce que nous partagions, c'était effectivement ce biais, hein, toujours l'idée selon laquelle finalement les femmes seraient effectivement moins versées dans les chiffres, moins en capacité finalement de comprendre les tenants et les aboutissants des investissements, et avec toujours ce genre. Donc, en vous écoutant, je me disais que moi-même je pâtissais, alors peut-être pour une autre raison, c'est que moi je souffre d'une déformation professionnelle, donc je suis très IMO et je ne suis pas placement boursier. Et il est vrai que j'y vois beaucoup voilà, j'ai cette aversion au risque à l'erreur, hein, n'est-ce pas? Quelle erreur, quelle erreur. Vous constatez justement dans le cadre de votre profession ces inégalités qui vont être davantage patrimoniales pour le coup. Est-ce que vous le constatez et comment elles se jouent dans le silence des actes en fait? Comment ça se joue? C'est assez surprenant parce que finalement on peut considérer que l'égalité juridique quelque part elle est tout de même acquise. On n'a jamais, il faut toujours rester vigilant, mais elle est sensiblement acquise. Et l'on est focalisé, je trouve, sur l'égalité salariale. On parle beaucoup de l'égalité salariale. Moi, il me semble, pour reprendre l'expression d'angle mort, dans je dirais, dans mon secteur, enfin, qui est plus immobilier qu'il n'est mobilier, de mon point de vue, l'angle mort, il est patrimonial. C'est qu'en fait, l'inégalité, on l'aperçoit, on axe ça sur le revenu et pas nécessairement sur le patrimoine. Alors la difficulté, c'est que cela renvoie à une échelle de temps très différente. Le revenu, c'est l'immédiateté. C'est voilà le besoin de l'instant.
la satisfaction de l'instant, le fait de financer une action immédiate. Et là, on retombe dans ce biais terrible, hein, dans ces images finalement toutes, tous ces stéréotypes en quelque sorte. C'est-à-dire que dès lors, c'est ce qu'abordait Sandrine, c'est on est marié, mais n'aie pas peur, ma chérie, moi je suis là pour te protéger. Donc il y a une disparité de revenus dans l'instant, mais de toute façon je suis là. On vit en couple, il y a cet équilibre, les choses. Donc c'est très insidieux. C'est très insidieux parce que moi j'avoue que je cherche toujours à être à attirer l'attention de mes clientes et tout particulièrement à l'occasion de la signature d'un contrat de mariage en leur disant mais le revenu c'est une chose mais c'est pas le revenu pour le revenu. En fait, au-delà de la satisfaction au quotidien du besoin immédiat, ce revenu en fait, il va vous permettre d'investir et donc de vous constituer un patrimoine. Et là, on s'inscrit dans le temps long. Et c'est totalement différent parce que le temps long, dès lors que l'on s'inscrit dans le temps long, eh bien, effectivement, on est dans l'anticipation du besoin qui finalement est en rapport avec le financement des vieux jours, dès lors que nous n'avons plus d'activité professionnelle, en cas de divorce, voilà, s'il y a finalement un accident de parcours ou un fait qui fait que voilà, c'est que ce schéma finalement, que ce biais là, cette supposée protection, eh bien dès lors que cette espèce de façade se fissure ou explose, eh bien c'est là que l'on n'est plus sur le registre de l'inégalité de revenus, mais sur l'inégalité patrimoniale. Et ce qui suppose vraiment une anticipation et de s'inscrire dans ce temps long et qui est peut-être quelque chose, une approche qui est finalement quelque part contre-intuitive. Quand Sandrine Saroche tout à l'heure nous faisait son témoignage, j'échangeais, on écoutait Sandrine, hein, mais j'ai glissé un mot à Clémence en lui disant mais dis donc moi je suis bien mal barrée et Clémence me répondait si tu savais ce que je vois dans mes dossiers, je t'en parlerais. Alors Clémence, peux-tu nous dire justement ce que tu vois dans tes dossiers, ce que tu constates et comment tu penses au final que les avocats et avocates peuvent aider leurs clients? Je vais pas vous parler de mes dossiers évidemment, mais Non mais bien sûr. je te taquine. Plus sérieusement, et faites-moi plaisir. Si vous devez retenir une seule chose ce soir, faites-vous conseiller. Je pense vraiment que le cœur du sujet, c'est le fait que les femmes n'ont pas cette démarche de faire appel à des professionnels. Et je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Sybille Lemaire, ancienne ministre, qui disait « Il faudrait que les femmes aient dans leur téléphone le numéro d'un notaire, d'un avocat, du banquier et d'un comptable. » Je pense sincèrement que c'est extrêmement juste. Et je le constate et je pense que beaucoup de consoeurs et confrères dans la salle peut-être pourront dire la même chose. En tout cas, je peux vous assurer qu'en matière de droit de la famille et des successions, c'est le cas. Moi, je note, mais c'est flagrant, la différence entre les hommes qui viennent me voir et les femmes qui viennent me voir. Un homme, en général, quand il vient me consulter, il a déjà réfléchi à la question, déjà vu son banquier, son expert comptable, éventuellement son notaire. Il vient déjà avec des propositions, il a réfléchi à la question. Ce qui n'est pas du tout le cas des femmes. Et par ailleurs, et ça a été rappelé tout à l'heure par Karine Denoy-Banteux, le moment aussi. Il faut arrêter d'aller consulter une fois que la difficulté est là. Il faut le faire bien en amont. Je vais parler du droit de la famille parce que c'est ce que je fais au quotidien, mais quand vous décidez de faire famille, et peu importe que ce soit en vous mariant ou un Pacs, il faut à un moment donné comprendre à quoi vous vous engagez. Je pense que dans cette salle, ça ne viendrait à l'idée de personne de signer un contrat pour une société sans avoir lu ce contrat et surtout sans comprendre les conséquences juridiques. Pardonnez-moi d'être un peu direct, mais le mariage, alors bien sûr, c'est la consécration de l'amour, c'est formidable, mais ça reste un contrat avec des conséquences juridiques. Et combien de clients, de clientes viennent au cabinet sans en réalité avoir mesuré l'engagement que ça représentait, les conséquences que ça pouvait avoir. N'en prenez surtout pas ombrage, mais je dis quand même assez régulièrement, le notaire en général, il pense d'abord que vous allez mourir. Moi, en tant qu'avocat, je pense d'abord que vous allez divorcer. Et à Paris, vous avez quand même 2 couples sur 3 qui divorcent, donc je vous assure, et vraiment je le prêche auprès de mes amis, de mes relations, allez consulter un avocat.
Vous comprenez bien quand vous allez tous les deux voir le notaire, qui vous explique par ailleurs quels sont les différents types de régimes, quelles sont les conséquences. Vous ne pouvez pas poser les questions de la même façon. Vous avez votre avocat, vous allez le voir, vous échangez avec lui, et il ne s'agit pas de dire comment je vais pouvoir faire en sorte que l'autre, in fine, n'ait rien financièrement ou quelles sont les conséquences tout de suite. L'idée n'est pas d'envisager le divorce, c'est pas ce que je vous dis, ou la séparation, mais savoir à quoi on s'engage. Pour vous prendre un exemple, mais il est vraiment classique, combien on voit de femmes, et c'était la situation de Sandrine, en réalité, quand vous commencez, vous avez à peu près la même situation financière, vous n'avez pas forcément de patrimoine, bon, vous commencez en séparation et puis les choses évoluent. C'est-à-dire qu'avec le temps, effectivement, madame va peut-être ralentir son activité professionnelle parce qu'elle va avoir des enfants, éventuellement elle va même arrêter son activité professionnelle pour s'occuper des enfants, monsieur va avoir une magnifique opportunité professionnelle à l'étranger, et puis évidemment elle va le suivre, monsieur va rencontrer une charmante demoiselle un peu plus jeune à l'étranger, et puis tout d'un coup il va décider finalement de divorcer. Et là, tout d'un coup, ah bah, on est en séparation, madame, elle a arrêté de travailler. Bref, je vous épargne les détails, mais c'est vraiment quelque chose qui est flagrant et qu'on voit au quotidien dans nos cabinets. Il faut faire appel à des professionnels, il faut vous renseigner. Par ailleurs, vous pouvez changer de régime matrimonial, et je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet, mais en cours de vie, la situation de nos vies, elles évoluent. Et donc, il faut que juridiquement, ça suive. Et je me permets juste une petite digression. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez la solidarité quand vous êtes marié, solidarité fiscale. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. C'est-à-dire que vous êtes tenu vis-à-vis de l'impôt des dettes de votre conjoint. Et ça pose quand même une vraie question. Alors, en matière de communauté, on peut peut-être y réfléchir, mais en matière de séparation, alors que vous décidez d'être séparés, le fait qu'il y ait cette solidarité, ça a eu des conséquences assez dramatiques pour certaines femmes. Je ne vais pas aller plus avant là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet ce soir, mais c'est vraiment un sujet, à mon sens, de réflexion. Donc, encore une fois, faites appel à des professionnels, entourez-vous, et il faut qu'on ait ce réflexe. Et je sais que moi, c'est quelque chose que je prêche auprès de mes clientes et de mes clients. Et encore une fois, les femmes ont, à mon sens, beaucoup moins ce réflexe. Merci beaucoup, Clémence. Est-ce que l'une de vous veut reprendre la parole? Alors, attendez, avant que vous ne me répondiez, je vous le dis, nous allons faire passer le micro dans la salle. Donc, vous pouvez prendre la parole maintenant ou attendre, si vous le souhaitez, les questions, car il va y en avoir. N'est-ce pas? Oui, allez-y, Charlotte Jacquemot. Je voudrais rajouter un point parce que souvent, quand on met femme dans un titre, on se rend compte qu'on va parler à un public de femmes. Et la question des femmes, de la parité, va pas se régler qu'avec les femmes, elle va se régler aussi avec les hommes. Il faut qu'on soit toutes et tous ensemble sur cette question-là. Donc oui, mais oui, vous êtes vraiment en minorité. Non, 9, il y a 9 hommes. 9, je t'ai compté. Et en fait, cette question de la parité, elle est vraiment... Donc évidemment, pour les femmes, c'est une question d'égalité, c'est aussi une question morale, mais les hommes aussi ont à y gagner. On a parlé des inégalités salariales. Donc en France, à travail égal, c'est pas le salaire égal entre les hommes et les femmes. Ça, juste pour info, ça coûte 14% du PIB. 14% du PIB, c'est 150 milliards d'euros qui sont pas versés du fait des inégalités salariales. Et ça, si on transforme en recettes fiscales, c'est à peu près 70 milliards d'euros par an de recettes fiscales qui ne sont pas reçues. Donc en fait, rien que s'il y avait l'égalité salariale, ça changerait l'économie de la France. Enfin, et c'est pas rien, c'est en milliards ce que je vous dis. Donc rien que pour ça, on aurait intérêt à prendre vraiment ce problème en considération. Et juste un petit point sur les hommes, parce qu'on en a très peu parlé. On est dans une société où les hommes sont quand même éduqués avec des injonctions très fortes à la virilité et de plus en plus. Ça a un coût pour la société aussi. Entre 15 et 35 ans, la première cause de mortalité, c'est le suicide, et 75% des suicides, c'est des hommes. Donc, quelque part, cette société, où on défend des valeurs très masculines, elle ne convient pas à tous les hommes. Et donc, aussi, ces hommes à qui ça ne convient pas, eh ben, ils gagneraient à ce qu'il y ait une société plus égalitaire, et où il y ait aussi une place pour les hommes et les femmes. C'est vraiment, on a tous et tout intérêt à ce que ça bouge. Voilà. C'est pas qu'on va se partager les gâteaux, c'est qu'il y aura plus de gâteaux. Oui. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je pense que nous,
on a réellement, en tant que femme et en tant que maman, pour celles qui ont eu, qui ont pu, qui ont voulu et qui ont la chance d'avoir des enfants, cette responsabilité vis-à-vis de nos filles et de nos fils aussi, justement de leur donner cet exemple d'investir, de faire la déclaration d'impôt. Non, mais je pense que c'est dès le plus jeune âge, un enfant c'est une éponge, de reprendre un jeune garçon qui lui dirait mais toi de toute façon t'es une en maths, t'es une fille, et ça c'est notre responsabilité à nous en tant que parents, je dis bien parents, pas non seulement à nous en tant que maman, mais maman et papa, de faire ça. Et c'est vrai que on voit quand même parmi les parents, en tout cas c'est ce que je constate dans mon entourage, qu'on laisse beaucoup passer. Et finalement, ça se transmet de génération en génération. Il y a vraiment cette question d'éducation qui est très prégnante à mon sens. On va faire passer le micro. Bonjour à tous, Carole Verchagra, donc je suis une de vos consoeurs du barreau de Paris. Et je voulais juste vous faire un petit retour sur ce que vous avez dit tout à l'heure et le sentiment que j'avais moi quand j'étais petite. Quand j'étais petite, j'avais vraiment l'impression que moi j'étais un garçon en fait. C'est-à-dire que je savais que j'étais une fille, j'avais vraiment le sentiment que j'étais une femme. Mais en fait, tout ce qu'on acceptait chez les garçons, on les acceptait pas chez moi. J'étais curieuse. Et ça, franchement, pour une fille, c'est pas terrible. J'étais bonne en maths. Ça non plus, pour une fille, c'est pas terrible. Je parlais beaucoup. Et j'avais l'impression que quand je réussissais bien, je pouvais pas dire que je réussissais bien. Alors que les garçons, pas de souci. À la limite, quand on me dit qu'on est garçon, si on a super bien réussi, on est le premier de la classe, tout va bien. La fille, quand elle est première de la classe, il faut qu'elle soit très humble, qu'elle ne dise rien, qu'elle soit sage. Et ça correspondait pas du tout à ce que j'étais. Et en même temps, je savais que j'étais très fille et très femme et très heureuse aussi par la maternité par la suite. Donc, je trouve que il y a quelque chose de très injuste qui existe dans notre société et depuis toujours, et qui n'a pas évolué, puisque du coup, ce dont je vous parle, c'est quand même très vieux. Aujourd'hui, on voit même un retour en arrière pour certaines femmes. Et je pense que oui, il y a des critères, des caractéristiques qui ne sont pas que féminins ou masculins, et vous les avez très bien rappelés tout à l'heure. Et malheureusement, la société a encore beaucoup de mal à évoluer sur ce sujet. Voilà, c'était juste pour vous dire que si vous êtes sentie comme moi, petite, et que vous disiez, mais en fait, non, est-ce que je suis pas un garçon, en fait, je parle pas de sexualité, hein, là, je parle juste de mon comportement et de ma manière d'être au quotidien. Merci Carole. Je pense aussi que quand on sort des cases, parce qu'il nous arrive à nous femmes de sortir des cases, il faut assumer justement de sortir des cases, et parfois on réussit aussi parce que justement on a osé sortir des cases. Je crois qu'il y a une question. Enfin, oui, bonjour, Sandra Estinguardi, je suis avocate et je suis maman solo d'une fille de 17 ans, très scientifique, que j'élève toute seule depuis ces 3 ans. Et en fait, ce qu'a dit Sandrine m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, on parle beaucoup de oser. Moi, j'ai l'impression que les femmes autour de moi, elles osent. En revanche, elles se confrontent à la violence financière. Et la violence financière, on n'en parle pas. Et ça, on a beau oser, on se prend des portes dans la tronche. Donc, ce que dit Clément, ça me parle beaucoup, prendre conseil. Et prendre conseil n'est pas le même que son mari ou son conjoint ou sa conjointe. Parce que j'en vois beaucoup, on prend des notaires en commun, on prend des avocats en commun. Ben non, en fait, ça marche pas. Et du coup, sur la violence financière, je pense que c'est vraiment essentiel parce que moi, j'ai fait un bac S, spécialité physique, donc je suis une matheuse, etc., etc. Ma mère aussi, ma fille aussi. Pour autant, je pense qu'il y a vraiment ce truc de acheter la paix sociale, acheter la paix dans le couple, parce qu'on sent bien qu'aller sur ces sujets-là, en fait, on le sent, on le pressent, on est dans un pays, voilà, le patriarcat, il est au top, il est là, il est tout en haut. Que ça soit chez les avocats ou dans la vie privée. Et la réalité, c'est que parfois, on n'a pas envie de se confronter à ça parce qu'on sait ce que ça va donner. Et moi, cette année, j'ai osé, je me suis installée, je suis à mon compte. J'ai osé, avec le père de ma fille, aller la voir et lui dire, écoute, là, ça va être une année compliquée parce que je me lance, je vais tout lâcher, quoi, il faut que tu nous aides. Bon, non, échec. Parce qu'effectivement, il veut pas investir dans les pots de yaourt. Lui, il veut investir dans son fonds patrimonial, ses actions, le poker, etc., etc. Et que tout argent dépensé dans le quotidien, c'est de l'argent perdu. Je vous laisse réagir si vous le souhaitez, hein. Vous avez les micros devant vous. Choisissez mieux vos conjoints. Hein.
Non, mais on me demande des fois des conseils. Bon, si ça commence comme ça, c'est terminé, ça c'est vite terminé. Ça fait quand même partie des choses auxquelles il faut faire un peu attention parce que effectivement, tout se passe pas toujours merveilleusement bien. Et si vous commencez à être obligé de vous auto-censurer, à renoncer à ce qui dans quoi vous vous éclatez parce que vous sentez que ça va coincer, ben, il est probable que ça coincera de toute façon. Donc je dis de manière un peu provocatrice, mais c'est vrai que c'est quand même triste de se dire que pour essayer d'acheter la paix sociale ou plutôt la paix familiale, vous renoncez à ce que vous êtes. Donc, un homme normal et bien constitué, je pense qu'il y en a pas mal, hein, et puis vous avez toutes vos chances de tomber sur quelqu'un de mieux. Il va apprécier une femme qui s'épanouit, qui fait ce qui lui plaît, qui se sent pas frustrée et qui est heureuse dans ce qu'elle fait. Je suis 1000 fois d'accord avec vous, c'est pour ça que je l'ai quitté quand ma fille avait 3 ans, donc il y a 14 ans. Mais voilà. Et... Oui. Pardon. Allez-y. Oui, bonsoir Estelle Legrand, j'étais avocate pendant 7 ans, en droit des affaires du coup, droit financier même, donc visiblement je comprends que c'est assez rare et je suis juriste depuis 2 ans. J'avais une question sur le congé parental, mais d'abord je voulais réagir à ce qu'a dit la première personne qui a pris le micro tout à l'heure. Je pense que je suis un peu plus jeune, mais je m'identifie tout à fait à ce que vous avez dit. Voilà, j'ai pas votre prénom. Voilà, simplement, oui, je m'identifie tout à fait à ce que vous avez dit. Moi, j'ai eu ce problème première de la classe, donc j'ai toujours essayé d'atténuer avec l'humour beaucoup pour pas me faire rejeter. Et je trouve que le personnage d'Hermione Granger a vachement aidé là-dessus. Donc moi, j'ai 35 ans, j'avais le même âge que les acteurs d'Harry Potter quand les films sont sortis. Ça a beaucoup, beaucoup aidé. Alors maintenant, pour en revenir à la question que je voulais poser, c'est vrai que le fait d'avoir un enfant pour un homme, on a l'impression que ça booste leur carrière. Alors je comprends, enfin a priori la raison sous-jacente c'est qu'on se dit que il va avoir besoin de plus de ressources pour faire vivre sa famille. Je voulais savoir si vous aviez d'autres explications potentielles à cette différence de traitement entre les femmes et les hommes à l'arrivée d'un enfant. Non, c'est aussi très structurel. En fait, souvent, l'arrivée d'un enfant, ça arrive entre 30 et 35. C'est un moment où il y a une prise de responsabilité, où la carrière démarre. Enfin, c'est lié à ce moment-là. C'est pas, donc, ça va être un petit boost pour le père, mais c'est vraiment un moment où la carrière, elle démarre et où la carrière de la femme va beaucoup moins démarrer du fait de la maternité. Je vais parler au nom d'une ancienne casquette puisque j'ai été secrétaire générale d'un grand ministère. Donc, je m'occupais notamment des sujets RH. Alors, moi, je vois bien ce que vous voulez dire. Je pense que c'est un échec collectif, hein, que j'ai vu aussi bien dans le privé que dans le public d'ailleurs. C'est qu'on a une gestion des carrières qui est trop pyramidale et trop rapide. Qui pose d'ailleurs des problèmes à tout le monde parce que le démarrage de carrière est très rapide, va très vite et se fait en effet en plus sur une période où normalement, si on veut fonder une famille, c'est un peu le moment. Et donc, ça crée des énormes difficultés parce que le nombre de gens que j'ai vus, et d'ailleurs hommes comme femmes, qui arrivent à 50 ans, ont fait à peu près tout ce qu'ils pouvaient, puis alors il n'y a qu'un seul chef, donc voilà, tout le monde ne peut pas être ministre ou directeur général d'une administration centrale. Donc, c'est un vrai problème parce qu'on sait que les carrières doivent s'allonger. Donc, ça peut se gérer. Et je pense que ça devrait se gérer autrement. Je pense qu'il faut que les DRH se saisissent aussi de ces questions-là parce que moi, j'ai vu... par exemple, des femmes qui ont un peu mis la pédale douce pendant entre, mettons, 30 et 35 ans. Et à 45 ans, quand les enfants commencent à être un peu autonomes, elles en ont sous le pied. Elles ont envie, hein, elles ont envie de reprendre. Elles sont passionnées, elles sont prêtes à... Elles ont souvent pas totalement décroché. Je pense que c'est difficile, c'est de reprendre si on a vraiment totalement décroché. Et donc, il faut qu'on arrive à admettre que le jeune cadre dynamique, ça peut être une dame de 45, 55 ans qui a encore une vingtaine d'années de carrière, voire plus devant elle,
qui n'est pas complètement rangé des voitures et qui a plein d'idées, qui a envie de s'y mettre. Et c'est très difficile. C'est très, très, très difficile. On le voit bien d'ailleurs, et c'est particulièrement difficile en France. On est un des pays où le taux d'emploi des seniors, alors je rappelle qu'on est seniors très, très jeunes, hein, le taux d'emploi des seniors est le plus bas. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on sait à la fois qu'il va falloir travailler beaucoup plus longtemps parce que l'équilibre démographique, l'équilibre des régimes de retraite, etc., il va falloir aussi passer à la retraite complémentaire par capitalisation, je me permets de le dire. C'est une réforme qui est urgentissime. Les Allemands viennent de le faire. Ils rendent les fonds de pension, les cotisations à des fonds de pension obligatoires. Donc, j'espère qu'on ne va pas refaire la même bêtise que ce qu'on a fait dans les années 90, quand les Allemands ont mis en place une réforme du marché du travail qui leur a fait prendre 15 ans d'avance sur nous. Essayons d'éviter de faire la même chose. Donc, mais en tout cas, on a besoin effectivement de repenser les carrières. On ne peut pas à la fois se dire il faut que vous travaillez pendant 45 ans ou 50 ans et avoir dans la vraie vie des carrières qui ne permettent pas de faire ça. Alors, vous êtes un peu privilégiés pour le coup, les avocats ou les notaires, parce que les professions libérales peuvent décider de travailler plus longtemps, etc. Mais moi, j'ai bossé à la fois dans le privé et dans le public. La plupart des gens dans les organisations de salariés publics ou privés, à 50, 45, 50 ans, ils commencent à tourner en rond et à avoir beaucoup de mal à continuer. Et c'est un vrai sujet, alors que précisément, c'est souvent un moment quand même. Alors, on voit arriver un deuxième sujet maintenant qui est la problématique des aidants. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où les enfants commencent à être autonomes, moi je me souviens la première fois où j'ai pu laisser mes enfants tout seuls à la maison et pas avoir la nounou, le backup de la nounou, la belle-mère pas trop loin, etc. parce que je pouvais vraiment pas me permettre de pas aller au boulot. C'est quand même un sacré soulagement. Souvent, il y a une petite fenêtre. Et je ne sais pas ce que c'est, mais il faut rester concentré quand même. Donc, il y a une petite fenêtre où on peut se réinvestir à fond dans la vie professionnelle, etc. Et puis, souvent, arrive un autre problème qui est le problème des parents qui vieillissent et sur lesquels, là aussi, je pense que les attentes de la société, c'est quand même, moi, je le vois avec beaucoup de copines. Bon, malheureusement, moi, mes parents sont morts très jeunes, donc j'ai pas eu ce problème d'une certaine manière. Ça m'en a créé d'autres, mais c'est un autre sujet. Mais les femmes, souvent, l'attente, c'est que c'est elles qui vont consacrer plus de temps, prendre du temps par rapport à leur vie professionnelle si elles ont une, etc. Donc, néanmoins, il faut que la société arrive à repenser ses déroulements de carrière. C'est pas possible qu'on ait des injonctions aussi contradictoires. Faites des enfants, travailler à mort sur la période où vous pouvez faire des enfants, et ensuite, de toute façon, vous serez sur une voie de garage à vous ennuyer et vos enfants partiront au même moment. Donc, il y a quelque chose qui ne boucle pas. Je pense qu'il faut qu'on repense tout ça. C'est très difficile. Hein. C'est vraiment remettre en cause cette espèce de mythe il faut avoir une carrière fulgurante tout de suite quand on commence, et que si entre 25 et 35 ans on n'est pas devenu chef, c'est qu'on n'y arrivera jamais. On va encore prendre 3 questions. Parce que on va pouvoir en prendre que 3, il y en a déjà 2 là et une autre parce qu'il y a une surprise à la fin. Et donc si vous voulez voir la surprise, et je vous assure, elle sera superbe, eh bien il faut qu'on avance, il est déjà 21h. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup, merci mesdames pour cette conférence au titre très audacieux. Nous animons la commission fiscale de l'Ordre des avocats avec Mireille Cabellier et moi-même Ève Obadia. Et il y a 48 heures, nous avons fait une conférence sur le sexe de l'impôt, à partir d'un ouvrage qui a été écrit par Lise Chatin, qui est professeure de droit fiscal à Dijon, et qui s'inscrit totalement dans le programme de cette conférence aujourd'hui. Madame Levis-Bâtonnet, bonjour. Et nous sommes à votre disposition pour travailler avec vous si vous le souhaitez, parce que nous avons essentiellement évoqué
les fiches d'impôts et les déclarations d'impôts qui n'ont absolument aucune approche féminine, si je puis dire, puisqu'on est dans des cases qui sont totalement uniformisées. Nous avons évoqué également la solidarité fiscale parce que nous avons, nous, des dossiers qui nous arrivent sur des contentieux qui durent pratiquement 10 ans jusqu'au Conseil d'État, avec des situations dramatiques. Et j'avais une question vis-à-vis, je dirais, de l'information. Il faut impérativement que les notaires se saisissent de la question. Il faut informer les femmes sur cette solidarité fiscale et pourquoi pas l'insérer dans le livret de famille. Parce que cette disposition est méconnue. Quel que soit le régime matrimonial, séparation, communauté, cette solidarité fiscale existe. Et donc, elle est en train d'être réformée. Nous avons entamé ces réformes depuis bien longtemps. Il y a une évolution jurisprudentielle également. Mais c'est un drame pour toutes les femmes. Donc, portons la bonne parole, informons nos clientes, informons les pouvoirs publics, informons les notaires au maximum pour que cette solidarité fiscale soit connue de toutes et de tous. Tu le récupères? Allez-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence. Je m'appelle Muriel Rius. Je suis à la fois présidente fondatrice d'une association de défense des droits des femmes qui s'appelle Femmes avec et coprésidente de la commission stéréotypes au Conseil à l'égalité. On vient de sortir le rapport sur les stéréotypes et la montée du masculinisme. Et je voulais porter à votre connaissance un chiffre pour rejoindre vos propos, Madame Charlotte Jacquemot, sur les stéréotypes que vous avez évoqués. En France, nous avons 40% de la population qui pratiquent le sexisme hostile et le sexisme paternaliste, qui sont complètement ancrés sur les stéréotypes que vous avez décrits. Et sur ces 40%, on a 18% de femmes. 18% de femmes en France, vous voyez ce que ça représente, qui pratiquent elles-mêmes ce sexisme hostile et paternaliste, qui démontre à quel point nous avons nous-mêmes intériorisé ces normes de patriarcat et ces normes sur lesquelles nous n'osons pas nous rebeller en quelque sorte. Et puis au titre de l'accompagnement des victimes de violences faites aux femmes, moi je veux dire que les violences économiques sont des violences absolument terribles dans la vie des femmes. Elles se retrouvent contraintes par des conjoints à des contrôles de comptes bancaires, à des contrôles de sortie, à des contrôles extrêmement puissants. Et autant je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut absolument éduquer les femmes à l'indépendance économique, mais il faut éduquer les hommes sur ce que leurs violences produisent dans la vie des femmes et de leurs enfants. Parce que ça, c'est vraiment fondamental aujourd'hui. Alors, évidemment, les hommes sont indispensables dans tout ce qu'on est en train dans ce combat que l'on mène, mais vraiment, il va falloir qu'à un moment donné, ils comprennent que ces violences sont terribles dans la vie des femmes et des enfants. Voilà. Je vais le récupérer. Merci beaucoup. Pendant votre intervention, Madame le vice-bâtonnier est venue me souffler à l'oreille une excellente idée. Elle va lancer, non mais je rends à César ce qui est à César, une boîte à idées. Donc vous serez toutes et tous destinataire d'un email, voilà, et vous pourrez en retour nous faire part de vos idées, de ce que l'on pourrait mettre en place. On prend une dernière question. Je voudrais juste rebondir sur les chiffres du sexisme. Rapidement. Chez les femmes, c'est hyper important de dire ça. En fait, on est tous et toutes dans la même culture, et donc les biais s'observent aussi chez les femmes. C'est pas que une histoire d'hommes, l'histoire des biais genrés. Et ça, souvent on se dit, oh, il y a des femmes, ça va bien. Non, en fait, on a les mêmes biais. Voilà. Et donc c'est important qu'ils soient Et moi, je souhaitais peut-être réagir, mais très rapidement par rapport à la précédente intervention. Il faut tout de même garder à l'esprit que beaucoup se marient sans contrat de mariage. Et donc là, c'est une information qui frôle le zéro absolu. Et il y avait eu une proposition qui avait été portée dans le cadre d'un congrès des notaires, que de mettre en place une cellule d'information, ne serait-ce qu'à l'attention effectivement de ces couples qui ne passent pas, je dirais, par la case signature d'un contrat, mais à minima qu'il y ait une consultation auprès d'un professionnel du droit, quel qu'il soit, mais qu'il y ait, et ce serait l'occasion d'insister sur cette solidarité fiscale, effectivement. On se bat pour les questions et je vois que Sandrine trépigne, donc il faut qu'on accélère. J'ai promis que c'est la dernière, que je donnerai la parole à une jeune ingénieure
Donc voilà, elle veut nous livrer un témoignage. Bonjour, donc je suis ingénieure mécanique et je travaille aujourd'hui dans l'industrie. J'ai commencé dans l'automobile et j'étais la seule femme de mon équipe et la seule femme ingénieure de l'usine. Et en fait, au quotidien, je trouve que c'est déjà une grosse pression en fait quand on a envie d'être une femme et on a envie de mener une carrière qui est pas forcément facile pour les femmes. Et on entend beaucoup qu'il faut s'informer, qu'il faut oser se lancer dans des investissements, mais sachant que les femmes dans la plupart des couples s'occupent des tâches ménagères, font la majorité du temps à ça. C'est quand même, ça rajoute en fait quelque chose en plus, quelque chose qu'il faut faire en plus, oser en plus. Et c'est justement un ajout dans la charge mentale. Et pour vous, qu'est-ce qui pourrait justement aider les femmes à que ce soit pas quelque chose en plus, et alors qu'on est déjà toutes très occupées et je pense stressées pour la plupart. Donc qu'est-ce qui peut aider? 5 minutes sur un bon site internet. Hein. Ah, j'allais dire réponse courte. Merci Marianne Barbalayani. Je ne peux pas donner de recommandation. Partez du principe, il y avait une très bonne pub, mais vous êtes jeune, il y avait une banque qui avait fait une très bonne pub, c'était « Votre argent nous intéresse ». Partez du principe que le monde financier est à vos pieds et s'il ne l'est pas, il devrait l'être. C'est-à-dire que si vous avez de l'argent à investir, vous allez rapporter de l'argent à des prestataires de services qui doivent se conduire comme des prestataires de services et donc vous offrir un service. Et d'ailleurs, ils le font. Il y a toutes les banques, toutes les entreprises financières, tous les prestataires de services sur cryptoactifs ont des sites. Vous pouvez investir nuit et jour si ça vous amuse de le faire à 3 heures du matin, vous pouvez le faire, etc. C'est franchement devenu extraordinairement accessible. Alors évidemment, le problème, c'est, on parlait tout à l'heure du côté rébarbatif et inadapté de certains formulaires administratifs, etc. Moi, je dis, bienvenue aussi dans le monde de l'intelligence artificielle et des algorithmes qui est un monde encore moins féminisé que ne le fut le monde de la finance traditionnelle. Donc, il y a un petit risque qu'effectivement, vous retrouviez, par exemple, sur certains sites, moi je le vois parce qu'on lutte contre ce qu'on appelle la gamification, les codes du jeu vidéo dans le monde de l'investissement. Ça vous plaira peut-être pas parce que statistiquement, c'est plutôt les jeunes hommes qui jouent aux jeux vidéo pendant des heures sur Internet. Mais franchement, aujourd'hui, les choses sont accessibles. Il y a beaucoup de concurrence. Pas besoin de se déplacer forcément dans une agence, on n'a pas le temps, etc. Bon, vous le ferez le jour où vous faites un crédit immobilier parce que vous avez besoin d'un conseil justement, mais c'est pas, il y a peut-être une barrière psychologique, mais aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit vraiment si inaccessible que ça. Et oui, bien sûr, on a tous des vies très remplies et à votre âge plus que jamais, mais c'est pas si compliqué que ça. Je pense que c'est plus une barrière psychologique qui est liée à toutes les raisons qui ont été évoquées qu'une réelle impossibilité d'accéder à des modalités d'investissement qui peuvent être très simples. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, de devenir expert. On vous offre des produits qui vous offrent, par exemple, le rendement du CAC 40. D'ailleurs, les gens s'y trompent pas. Hein. Ce qui explose actuellement en France en termes d'investissement, chez ce qu'on appelle les ETF, vous achetez le rendement du CAC 40, c'est déjà pas mal. Voilà. Merci beaucoup. Je pense, ma chère Karine et ma chère Clémence, que nous allons devoir faire un autre événement assez rapidement, puisqu'il y avait quand même d'autres questions. Et donc, voilà, on est désolé pour celles qui n'ont pas pu poser les questions, mais la surprise arrive. Non, alors un peu quand même. Tu fais partie de la surprise. Nous allons donc nous lever. Merci à vous toutes pour votre intervention.